C'est juste parce qu'ils ont emprunté tellement qu'ils sont obligés de rembourser. Est-ce que je peux juste finir? Non, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Les Français je ne cible pas les Grecs. aussi. Je vais juste terminer ma phrase pour une fois. Je vous assure, Amiel, c'est très pénible de débattre avec vous parce qu'on ne peut pas finir une phrase. C'est vrai. Au moins, vous en convenez. Merci. C'est vrai. Donc, je voudrais juste terminer. Les Grecs et d'autres, les Français aussi à certains égards, mais beaucoup moins gravement, se sont mis dans la situation de devoir rembourser une dette qu'ils ont du mal à rembourser à cause de l'euro qui, au lieu d'être une espèce d'incitation à la convergence, nous a autorisés à faire des bêtises. Parce que derrière le rempart de l'euro, on pouvait faire des bêtises. Et malheureusement, certains d'entre nous, les Français aussi, ne s'en sont pas privés. C'est grave, c'est très contrariant. Ça prouve que sans doute il n'aurait pas fallu faire l'euro. En tout cas, pas le faire avec les Grecs et avec Assad. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça ne veut pas dire que ce qui arrive aux Grecs, toute petite économie qui ne produit presque rien, qui importe énormément, ce qui arrive aux Grecs ne va pas automatiquement arriver aux Français, aux Italiens, aux Espagnols. Ce sont de grands pays avec une base industrielle très différente. Donc ne donnons pas l'impression à ceux qui nous écoutent que regardez ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, ça arrivera demain en France. Ce qui est vrai cependant, c'est que les mesures qu'il faut prendre sont très dures et que ça... Alors là, pardon, je vous rejoins, mesdames, messieurs, qui êtes tous en alerte à l'idée que le fascisme va ressortir de sa petite boîte d'un instant à l'autre. Il est possible qu'on ait des mouvements de raidissement très durs parce que ce qu'on demande au peuple, ça n'est pas facile à avaler. Donc moi, je suis d'accord, il faut en parler. Mais ne parlons pas de ça comme étant une certitude implacable pour tous. Emmanuel Todd et Alain Junion. Ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, pour continuer ce problème d'analyse de la montée de fascisme qui comprend la notion de xénophobie malgré tout, ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, les phénomènes de xénophobie étaient supposés être ancrés dans les milieux populaires. Mais en fait, avec la mise en hiérarchie de l'Europe, avec tous ces peuples qui sont des bêtises, qui font des bêtises et qui sont implicitement inférieurs, on voit la xénophobie arriver du côté des chefs, des dirigeants, des gens qui sont du côté de l'ordre. Et donc, on voit la xénophobie monter vers le haut de la structure sociale. C'est très intéressant. Oui, je me rappelle Mean Street de Scorsese, une histoire de mafieux, de petits mafieux. À la fin, De Niro, il prend une balle dans la tête. C'est-à-dire, si l'endetté a tort, et à force de dire l'endetté qu'il a tort, alors De Niro, dans le film, magnifique, il essaye pendant toutes les journées qui lui restent à vivre de rembourser sa dette. À la fin, il n'y a pas moyen, c'est tragique, il n'y a pas moyen. S'il est endetté, c'est parce qu'il s'est endetté. Et c'est contrariant, et on l'a dit tout à l'heure, c'est très douloureux. Et ce qui se passe, moi je pense, on peut même aller plus loin, parce qu'il ne suffit pas de rappeler les heures sombres de l'histoire et tout ça. Moi je pense qu'il y a une destruction des peuples d'Europe. Il y a une destruction des peuples d'Europe. Par qui ? Il y a une destruction des peuples d'Europe. Alors ça peut être, selon Vincent, par la nature, une sorte de fonctionnement qui nous met dans la tourbe et qui nous détruit. Ça peut être par le capitalisme, évidemment, hyper industriel, devenu fou. Non, mais il y a peut-être pas autrement, on ne peut peut-être pas faire autrement, mais voilà, on en est là. Et je pense que c'est ça qui se passe, c'est un débocide. À Cécile Coulon, qu'on n'a pas entendu. Il a très envie de parler. Moi, je ne prétends pas avoir les connaissances, en tout cas politiques et économiques, assez les Grecs qui sont dans la rue non plus, je vous rassure. Pour en parler, donc je voudrais juste, du point de vue de quelqu'un qui lit le journal et qui voit ce qui se passe, qui écoute ce qui se passe, il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'est qu'au moment où cette situation a explosé, partout on a lu, partout on a entendu cette phrase « on savait que ça allait arriver ». Et il y a un moment, quand on est dans ma position et qu'on lit ces choses-là, on dit, bon alors, si tout le monde savait, si tous les gens savaient que ça allait arriver, pourquoi personne n'a rien fait? C'est une question très simple. C'est des apocalypses. Voilà, pas du prix à payer pour éviter. Oui, non mais je suis d'accord, on se pose forcément la question. Humainement, on se la pose, on se dit, mais attendez, si... D'accord, ça fait des... Et en plus, il y a des gens on sait depuis des années, c'est ça qui est complètement dingue. Et donc il y a une espèce de marasme d'immobilité qui est assez, je vais pas dire presque malhonnête, mais vraiment du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas bien le milieu économique et politique pour en parler. Juste une question à Monsieur Todd. Et la deuxième chose assez marquante, c'est celle des émeutes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est vital, parce que quand il y a des émeutes, c'est que les gens réagissent. Mais en même temps, quand on va casser des fenêtres et qu'on sait qu'on n'a rien pour les réparer, il y a aussi un phénomène extrêmement désespérant. Parce que d'accord, pour reconstruire un pays, on a besoin d'une démolition, mais quand on n'a pas, on ne sait pas, enfin en tout cas, on ne sait pas où sont les moyens pour reconstruire ce pays, ou le construire tout court, il y a une espèce de spontanéité violente qui est à la fois vitale et sincère et légitime, mais derrière, il y a une espèce de grand flou. Mais encore une fois,
pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur. Il y a une espèce de... Claude Lévesque, peut-être. Ça aère un peu. Oui. Moi, je voudrais juste poser une question à Olivier Vincent, qui ne demande qu'à parler. Un spectacle beau sur un plan esthétique, mais... Ah non, je ne vois pas ça sur un plan esthétique. Moi, je vois aussi la réalité. Enfin, voilà. Vous aimez on est toujours là dans une espèce de consensus, de discussion, tout ça, ceci, cela. Oui, Tout le monde, non, mais je veux dire, tout le monde a sa parole, voilà. Mais il y a quand même une réalité. Je pense que j'ai une réalité. Laissez-le terminer. C'est vrai qu'il y a une réalité qui est politique. Moi, je pense que maintenant, quand on parle de clivage, de jeu de la droite et de la gauche, ça existe réellement. Je pense que la gauche, aujourd'hui, elle est essentielle. Moi, je pense à la réussite, en ce moment, l'avance de Jean-Luc Mélenchon, qui porte, je pense, un discours critique, un vrai discours de gauche, qui est critique et clair. Ça donne un peu espoir. Enfin, quelqu'un qui a un discours critique, qui se positionne. Alors, on va parler de valeurs politiques et de campagne électorale, mais un dernier mot sur la Grèce et on reviendra à la politique juste après. Moi, j'anticipe un petit peu sur la discussion sur les valeurs. On va en reparler tout à l'heure. Mais je voulais juste vous poser une question. Qu'est-ce qui vous paraît être le plus grave dans la situation actuelle de la France ? Son exposition au nazisme, disons, au fascisme ou au pétinisme ? Là, on est dans la nuance, on est déjà dans le... On est dans la nuance. Dans le cas de la France, en fait, je veux dire, si on commence vraiment à mesurer les risques en Europe, on est ramené à la longue ou moyenne durée de l'histoire. Et je pense que l'une des choses qu'on va voir, c'est que tous les pays européens, face à la montée de mécanismes autoritaires d'un type ou d'un autre, n'ont pas les mêmes cultures. Donc en fait, si on prend la carte de l'Europe des années 30, je veux dire, du Portugal jusqu'à la Russie... on a des dictatures ou des totalitarismes selon. Et la zone de la démocratie libérale est extrêmement étroite. C'est-à-dire c'est la France, c'est le Benelux, enfin ça n'existe pas, c'est la Scandinavie et c'est le monde anglo-saxon. Et vraisemblablement, c'est pour ça que la situation de la Grèce est vraiment terrifiante. C'est que la Grèce est sortie de la dictature très récemment, on l'a mise en Europe simplement pour solidifier sa démocratie, et on voit l'Europe maintenant qui se retourne contre elle. Mais visiblement, je peux déjà prédire, je sais que Bagnères a l'air de dire que c'est très difficile de prédire en histoire, on peut quand même essayer, mais c'est des pays comme le Portugal, des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Allemagne, qui était au cœur de la montée d'une forme particulière, je veux dire, qui a produit le régime totalitaire le plus violent de l'histoire. Tous ces pays-là sont beaucoup moins bien placés pour affronter la période en termes démocratiques. Aujourd'hui, vous diriez que l'Allemagne est menacée par la peste brune. Enfin, franchement. Non, mais je veux dire, là, je n'ai pas parlé de peste brune, mais il est clair que la culture allemande, l'Allemagne n'a jamais vraiment participé de façon très positive à l'émergence de la démocratie libérale. La culture allemande est autoritaire et quand même l'une des choses. Non, je fais de l'histoire, la perspective. L'une des choses qu'on sent et l'une des choses qui est cruelle et douloureuse pour nous, parce qu'on aimerait qu'il n'y ait plus ces problèmes. On a tous rêvé d'une Allemagne qui serait hyper sympa, cool et démocratique. Mais derrière le processus de rigidification, d'autoritarisme montant, je dirais, d'adhésion schizophrène au dogme de la rigueur, il y a l'Allemagne. Et donc, sous une forme molle, vieille, qui se croit démocratique. En fait, l'Allemagne a retrouvé son rôle de moteur des tendances antidémocratiques. C'est dramatique. Ce qui se passe, c'est le contraire. C'est vous qui êtes content d'avoir retrouvé votre carte d'Europe. Mais c'est ce que vous dites qui ne correspond pas à la réalité. Christine Claire, et après on change de sujet. Je n'ai pas été prononcé une fois le mot de mondialisation. Alors, tout ça, c'est une invention. Je veux dire, la concurrence des bas salaires dans les pays asiatiques. Les émeutes sont mondialisées. Bon, le fait que nous n'arrivions plus à exporter parce que nous ne sommes pas assez compétitifs, qu'il y ait des usines qui ferment tous les jours, que notre déficit extérieur s'aggrave terriblement, tout ça, ça ne compte pas. Il n'y a que de l'idéologie. Vous avez complètement raison. Il faut l'ajouter. Mais alors, ça n'est pas forcément en dénonçant le fascisme que vous allez y arriver. Ça n'empêchera pas. Mais c'est très facile de l'ajouter. Qu'on sera toujours endetté, qu'on sera toujours avec un commerce extérieur déficitaire. C'est la même chose. Et qu'on sera toujours avec des salaires. La hiérarchie. Non, mais je veux abonder dans votre sens, là. Je veux dire, vous avez complètement raison. C'est-à-dire, mais la mise en hiérarchie des peuples de l'Europe et l'effet de la globalisation. C'est que les plus solides se retrouvent en haut et les plus faibles en bas. C'est la concurrence des peuples de l'Europe avec les peuples du monde entier, qui sont des peuples Emmanuel, au moment où on a pauvres, créé l'Europe, il y avait déjà des différences entre les pays de l'Union européenne. Il y en a qui étaient plus ou moins performants. C'est pas un décret allemand qui a fait ça. Simplement, on a eu la naïveté de penser qu'en mettant tout le monde ensemble avec une même monnaie,
ça allait s'arranger tout seul. Je vous ai entendu dire que vous étiez plutôt contre l'euro, et là-dessus, on est complètement d'accord. Moi aussi, j'étais contre l'euro. Il y avait de bonnes raisons d'être pour, mais il y avait ce risque terrible parce que l'euro, la monnaie, c'est la souveraineté. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. C'est effectivement qu'à partir du moment où il y a dans une petite classe des gens turbulents et que les autres prétendent les rendre plus calmes. Arrêtez les métaphores infantilisantes pour les peuples. C'est hallucinant, vous venez d'en enfiler 257, moi j'ai pas droit à ma petite métaphore. Je veux dire, Manuel, mais vous êtes d'un culot inouï. Les Grecs sont dans une mer de noirs et vous les traitez comme des gamins. Vous venez d'insulter les Allemands qui n'ont jamais été J'ai pas insulté les Allemands. Je vous dis simplement qu'à partir du moment où nous sommes différents dans une même classe, il y a le risque, et là je vous donne le point, il y a le risque de voir les bons élèves exprimer une forme de mépris ou d'excès dans leur comportement vis-à-vis des autres. Mais donc je suis d'accord avec vous, simplement ce que vous pouvez pas dire, c'est que c'est nouveau. Mais vous deviez vous justifier. Mais c'est fascinant que vous deviez vous justifier de tout. Je vous interromps, de toute façon, il fallait qu'on change de sujet. Non, mais juste je finis en une phrase. phrase. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a un risque à avoir des dissensus entre des gens qui ne sont pas au même niveau de performance. Là où je crois que vous avez tort, c'est de penser que c'est nouveau et que c'est la volonté des prétendus supérieurs de dénoncer aujourd'hui les affaires. Malheureusement, l'euro n'a rien changé. C'est-à-dire qu'il y avait des pays plus ou moins performants et 10 ans après, c'est à peu près la même chose. Ce sont les mêmes qui sont performants et les autres qui ne le sont pas tout à fait assez. Discutons sérieusement 15 secondes. C'est pas l'euro. Nous pouvons tomber d'accord sur l'existence de différences entre les pays. Oui. Que moi, je raccorderais d'ailleurs à des différences anthropologiques encore plus fondamentales que vous ne le croyez. La discipline allemande ne vient pas de nulle part. Elle vient de structures familiales, du luthéranisme, de toutes sortes de choses. C'est l'histoire. Mais par contre, là, si vous dites que l'euro n'a pas aggravé ça, vous êtes dans le non-sens total. Évidemment, l'euro a aggravé, puisqu'il a interdit aux pays de la périphérie de l'Allemagne, dont j'admets tout à fait qu'elle est la puissance dominante en Europe, de pratiquer des dévaluations pour, avec leur culture propre, ajuster leur coût du travail. Olivier, vous avez raison, sauf que le problème, c'est que tout le monde a voulu faire l'euro. Tout le monde a voulu faire l'euro, y compris ces pays-là qui ont pensé que c'était dans leur intérêt. Toujours est-il que là, on est aujourd'hui, et il n'y a pas que la Grèce.